Vous êtes au beau milieu du désert du Nevada, trempé de sueur, et votre regard se perd dans l'immensité de la terre aride et des yuccas de Joshua. Imaginez maintenant un immense pipeline déversant des milliards de litres d'eau du Pacifique directement dans ces bassins poussiéreux. On croirait un scénario de film de science-fiction, et pourtant on en parle vraiment. Nous acceptons donc une petite somme d'argent pour ne pas cultiver de culture sur une certaine superficie, un petit pourcentage de notre vallée. On envisage un projet visant à déplacer la côte sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres pour empêcher l'assèchement définitif de l'Ouest. L'avenir du Pacifique pourrait vous surprendre, le projet d'une mer intérieure. Parlons donc un instant de ce projet de plus de 16 milliards de dollars. Si vous regardez une carte de l'Ouest des États-Unis, vous ne verrez pratiquement que différentes nuances de brun et de beige une fois passé la côte californienne. Le Nevada est l'État le plus aride du pays, un titre plutôt difficile à conserver quand on sait que des millions de personnes vivent à Las Vegas et à Reno et apprécient tout particulièrement le confort de l'eau courante. Le projet de la mer intérieure ne se limite pas à fournir plus d'eau aux automobilistes et il s'agit d'un projet d'ingénierie colossal visant à résoudre simultanément plusieurs problèmes en détournant littéralement le cours de l'océan Pacifique. Pour cela, il faut un plan digne d'un enfant jouant dans un bac à sable, sauf qu'il y a des sommes astronomiques à la clé. Le cœur du plan consiste à installer d'immenses usines de dessalement directement sur le littoral californien. Stupéfiant, n'est-ce pas? Imaginez-les comme des filtres géants de haute technologie qui aspirent des millions de litres d'eau salée et rejettent deux choses, de l'eau potable et une boue extrêmement salée appelée saumure. Habituellement, ces usines acheminent simplement cette eau douce vers les villes côtières voisines. Mais dans ce scénario de mer intérieure, cette eau ne reste pas en Californie, elle est plutôt injectée dans un réseau d'immenses canalisations en béton armé, si large qu'un camion pourrait probablement y circuler. Ces canalisations devraient serpenter à travers le désert, franchir les frontières des États et se diriger directement vers les bassins alluviaux du Nevada, comme l'Amarosa ou la Big Smoke Valley. Pourquoi un tel projet? Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'eau potable. L'un des principaux moteurs de cette idée de liaison Pacifique-Nevada est en réalité ce que l'on appelle la révolution verte. Le Nevada possède certains des plus importants gisements de lithium au monde. Si nous voulons des voitures électriques et des smartphones, nous avons besoin de lithium. Le problème, c'est que l'extraction et le traitement du lithium sont extrêmement gourmands en eau. Il faut une quantité d'eau colossale pour extraire ce métal du sol. Actuellement, le désert du Nevada ne dispose pas d'assez d'eau pour soutenir un boom minier massif sans assécher tous les puits de l'État. Les ingénieurs ont donc étudié la carte et compris que la création d'un lac artificiel ou d'une mer intérieure à proximité immédiate des sites miniers pourrait leur permettre d'accéder à des milliards de dollars de richesses minérales. Un cas typique d'investissement colossal pour des gains encore plus importants. Mais créer une mer au milieu du désert n'est pas aussi simple qu'ouvrir un tuyau d'arrosage. Il s'agit de remplir des bassins préhistoriques qui n'ont pas vu d'eau significative depuis la dernière période glaciaire. On parle de bassins comme la vallée d'Amarosa, située aux portes de la vallée de la Mort. L'objectif est d'acheminer suffisamment d'eau dessalée du Pacifique pour créer un lac permanent d'un bleu scintillant en plein désert. Ce ne serait pas un simple étang, mais une immense étendue d'eau susceptible de modifier le climat local. Certains théoriciens suggèrent même qu'en créant une immense piscine dans la région la plus chaude du pays, l'évaporation qui en résulterait pourrait entraîner une augmentation des précipitations dans les montagnes environnantes. C'est comme essayer de construire un nouvel écosystème à partir de rien avec une carte de crédit et beaucoup de plomberie. L'ampleur de l'infrastructure nécessaire est tout simplement difficile à appréhender. Il ne s'agit pas simplement de poser quelques kilomètres de canalisation. C'est un parcours de 170 à 200 mètres à travers certains des terrains les plus hostiles de la planète. Il faut composer avec les sables mouvants, les chaleurs extrêmes qui peuvent déformer le métal et le fait de traverser différents types de zones protégées. Chaque kilomètre de cette canalisation doit être surveillé, entretenu et protégé des intempéries. S'ajoute à cela le volet dessalement du projet.
Pour produire suffisamment d'eau pour remplir un bassin désertique, il faudrait une installation bien plus importante que tout ce qui existe actuellement aux États-Unis. On parle d'une usine qui serait quasiment une petite ville à part entière, entièrement dédiée à l'extraction du sel du Pacifique. Le projet prévoit également le stockage de l'eau. Il ne s'agit pas simplement de déverser l'eau et d'espérer que tout se passe bien. Le plan consiste à créer d'immenses réservoirs et des zones de recharge où l'eau pourra s'infiltrer dans le sol pour reconstituer les anciennes nappes de phréatiques asséchées au cours du siècle dernier. En quelque sorte, l'océan Pacifique servirait à remplir le réservoir du désert du Nevada. L'idée est qu'une fois ces bassins remplis, ils pourraient faire office de tampon contre les sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses si le fleuve Colorado, qui fournit la majeure partie de l'eau au sud-ouest américain, venait à manquer. Cette mer intérieure constituerait l'assurance ultime. Bien sûr, c'est le coût de ce rêve qui donne le vertige à la plupart des gens. 16 milliards de dollars est le point de départ. Mais dans le monde des méga-projets financés par l'État, ce chiffre double ou triple presque toujours avant même le début des travaux. Il faut payer les droits fonciers, les études d'impact environnemental qui pourraient prendre une décennie, et la main-d'œuvre considérable nécessaire à la construction d'un pipeline à travers le désert de Mojave. C'est une stratégie du tout ou rien qui considère l'océan comme une ressource inépuisable qu'il suffit de déplacer d'un point A à un point B. C'est le même raisonnement qui a mené à la construction des aqueducs romains ou du canal de Panama. L'idée que si la nature ne nous fournit pas l'eau là où nous le souhaitons, nous n'avons qu'à la déplacer nous-mêmes. Mais déplacer une telle quantité d'eau ne se résume pas à creuser un trou. Il faut lutter contre la gravité, le relief montagneux et le coût énergétique. Sur une carte, la distance entre la côte californienne et le désert du Nevada ne paraît pas si grande. Ce ne sont que quelques centimètres de papier, mais en réalité, un immense obstacle de granit déchiqueté se dresse sur le chemin. La Sierra Nevada. Ce n'est pas une simple colline que l'on peut facilement contourner. Nous parlons ici de certains des plus hauts sommets des États-Unis contigus, culminant à plus de 4,267 mètres si l'on veut amener l'océan Pacifique jusqu'au Nevada. Il ne suffit pas de le faire traverser la terre ferme. Il faut le faire franchir l'une des barrières naturelles les plus redoutables de la planète. C'est là que le rêve d'une mer intérieure se heurte à la dure réalité des lois de la physique et de la consommation d'énergie. Pour comprendre le coût énergétique, il faut penser à ce qu'il faut pour déplacer de l'eau. L'eau est incroyablement lourde, environ 3,8 kg par gallon, environ 3,8 kg par litre. Imaginez maintenant devoir soulever des milliards de litres d'eau à des milliers de mètres d'altitude. En plomberie, on parle de pression de refoulement. Et plus on monte, plus il faut d'énergie pour maintenir l'eau en mouvement. Pour acheminer l'eau du niveau de la mer en Californie jusqu'au bassin désertique du Nevada, il faudrait une série de stations de pompage gigantesques. Les stations de traitement d'eau classiques des villes semblent dérisoires. Chacune de ces stations serait un véritable gouffre énergétique, absorbant l'électricité comme un aspirateur pour éviter que le débit ne s'interrompe et ne reflue brutalement vers l'océan. La quantité d'électricité nécessaire est tout simplement astronomique. Selon les estimations, pour faire fonctionner un pipeline de cette envergure, pompant suffisamment d'eau pour créer une mer ou alimenter d'immenses mines de lithium, il faudrait l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires ou de plusieurs barrages Hoover, rien que pour alimenter les pompes. Réfléchissez-y un instant, le barrage Hoover est l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'histoire. Son unique but est de produire de l'électricité et de gérer l'eau. Dans ce scénario, il en faudrait 3 rien que pour payer la taxe liée au transport de l'eau en amont. Cela crée un cercle vicieux. Pour obtenir le lithium vert destiné aux batteries de voitures électriques, il faudrait consommer une quantité colossale d'énergie, ne serait-ce que pour fournir l'eau nécessaire à son extraction. Ce besoin énergétique représente le principal coût caché du projet Pacific to Nevada. Il ne s'agit pas seulement des 16 milliards de dollars investis dans la construction des canalisations et des usines, mais aussi de la facture d'électricité mensuelle qui en découlerait. Dans un monde où
Chacun s'efforce de réduire son empreinte carbone et de se tourner vers les énergies renouvelables. Construire un projet qui nécessite un réseau électrique dédié pour lutter contre la gravité est un pari risqué. Il faudrait en principe construire une immense centrale solaire ou une forêt éolienne de la taille d'un petit comté, rien que pour que l'océan Pacifique continue de s'écouler dans le désert. Si le soleil ne brille pas ou si le vent ne souffle pas, les pompes s'arrêtent, l'eau cesse de couler et la mer intérieure commence à s'évaporer sous le soleil impitoyable du Nevada. Se pose alors le problème des canalisations elles-mêmes soumises à une telle pression. Lorsqu'on propulse de l'eau en haut d'une montagne, la pression à l'intérieur de ces canalisations est immense. Il ne s'agit pas des tuyaux en plastique sous votre évier. Il faudrait des canalisations en acier ultra résistantes à haute tension ou en béton composite spécial, conçues pour résister à une force capable de faire exploser une canalisation d'eau ordinaire. La maintenance deviendrait un véritable cauchemar. Si une seule station de pompage tombe en panne ou si une canalisation éclate à flanc de montagne, ce serait une catastrophe localisée. Une cascade artificielle d'eau salée creusonne un canyon dans la Sierra Nevada. Même si l'on parvient à acheminer l'eau jusqu'au sommet des montagnes, il faut encore la contrôler lors de sa descente. Une fois les crêtes franchies et la descente vers les bassins du Nevada amorcée, l'eau acquiert une énergie cinétique considérable. Impossible de la laisser dévaler la pente comme un train fou, sous peine de détruire les infrastructures construites pour la contenir. Il faudrait des réservoirs de freinage et des détendeurs, voire des turbines hydroélectriques pour récupérer une partie de cette énergie. C'est un exercice d'équilibriste constant, un exercice périlleux de poussée et de retenue pour déplacer un liquide qui, en réalité, tend à rester au niveau de la mer. On cite souvent l'aqueduc de Californie comme preuve que c'est possible. Certes, la Californie transporte déjà d'importantes quantités d'eau, mais cet aqueduc achemine principalement l'eau du nord au sud sur un terrain relativement plat ou en pente douce. Il ne s'agit généralement pas de franchir une immense chaîne de montagnes avec le volume d'eau nécessaire pour remplir une nouvelle mer. Le coût énergétique du projet reliant le Pacifique au Nevada est d'une toute autre ampleur. C'est comme comparer la différence entre porter un sac à dos sur un parking et porter ce même sac à dos sur 10 mètres d'escalier. La physique de la Sierra Nevada fait office de barrière naturelle. Elle représente une dépense énergétique colossale qui doit être payée à chaque heure, chaque jour où l'eau circule. Pour les rêveurs d'un Nevada bleu, ces montagnes sont un véritable frein à leurs ambitions. Elles se transforment d'un simple projet de canalisation en l'un des projets les plus énergivores jamais conçus. C'est un combat acharné entre l'ambition humaine et les lois fondamentales de la gravité. Et la gravité a depuis toujours l'avantage. Même si vous parvenez à la déplacer, il ne vous restera qu'un amas de sel. Personne ne sait quoi faire de la saumure et du bassin. Alors, admettons que vous l'ayez réellement faite. Vous avez dépensé des milliards, défier les lois de la physique, pomper l'eau par-dessus la Sierra Nevada et vous voilà maintenant au bord d'une toute nouvelle mer intérieure en plein désert du Nevada. C'est magnifique sur Instagram, mais il y a un revers de taille souvent négligé à la médaille de ce projet. Lorsqu'on transforme l'eau salée du Pacifique en eau douce pour la consommation ou l'exploitation des mines de lithium, on ne fait pas que supprimer le sel. Il en résulte un liquide concentré, épais et visqueux appelé saumure. Et dans le monde du dessalement, la saumure est un véritable fléau. Pour chaque gallon d'eau douce prélevé dans l'océan, il en reste généralement environ un autre gallon de cette saumure extrêmement salée. Dans les zones côtières, on la rejette généralement dans l'océan, ce qui n'est pas idéal pour les poissons locaux, mais l'océan est suffisamment vaste pour finir par la diluer. Au Nevada, il n'y a pas d'océan. Vous avez un bassin fermé. Cela signifie que tout ce que vous y déversez reste dans cette vallée. Si vous remplissez une mer intérieure d'eau dessalée, vous devez trouver une solution pour les millions de tonnes de sel que vous avez en quelque sorte déplacées de la côte vers le désert. Si vous vous contentez de déverser la saumure dans un bassin séparé, vous ne créez pas une magnifique oasis. Vous créez une immense étendue de sel toxique qui pourrait à terme anéantir toute vie environnante. Nous avons d'ailleurs un exemple concret de ce phénomène, la mer du Sultan en Californie du Sud.
Au début du 20e siècle, une erreur d'ingénierie a provoqué le débordement du fleuve Colorado dans le lit asséché d'un lac, créant ainsi une immense mer accidentelle. Pendant quelques décennies, ce fut un miracle, une station balnéaire en plein désert, avec des plages et la possibilité de pêcher. Mais faute d'accès à l'océan, l'eau stagnait et s'évaporait. Avec la disparition de l'eau, le sel est resté se concentrant d'année en année. Finalement, l'eau est devenue tellement salée que des millions de poissons sont morts. Les oiseaux ont cessé de venir et le recul du littoral a laissé derrière lui une poussière toxique qui s'est répandue dans les villes voisines, provoquant de graves problèmes respiratoires chez leurs habitants. Si le projet de la mer intérieure du Nevada n'est pas géré de manière optimale, il pourrait facilement devenir une nouvelle version de Salt and Sea. Imaginez une immense étendue d'eau qui paraît bleue de loin, mais qui est en réalité un bouillon chimique de minéraux concentrés et de saumure. En raison de la chaleur extrême du Nevada, le taux d'évaporation est extrêmement élevé. Il faudrait pomper constamment de l'eau neuve pour empêcher cette mer de se réduire et de se transformer en une immense flaque empoisonnée. Si les pompes s'arrêtent d'un jour, par exemple à cause d'une crise énergétique ou d'une restriction budgétaire, l'eau commencera à disparaître, laissant derrière elle une croûte de sel et de minéraux que le vent emportera sur des centaines de kilomètres, sans parler de la composition chimique du sol désertique lui-même. Le sol du Nevada n'est pas un simple espace vide. Il est imprégné de minéraux comme l'arsenic et le bore, présents depuis des millénaires. En inondant soudainement ce sol de milliards de litres d'eau, on déclenche une réaction chimique massive. On risque alors de contaminer accidentellement les réserves d'eau avec ces toxines ancestrales, créant ainsi une mer impropre à toute utilisation. C'est un cas typique de conséquences imprévues. On voulait un lac pour protéger l'environnement, mais on a fini par créer un risque chimique qui exige un entretien constant et coûteux pour éviter une catastrophe. Le problème de la saumure complique également la partie environnementale du projet. Si l'objectif est d'utiliser cette eau pour l'extraction du lithium, il faut s'assurer de sa propreté pour le procédé industriel. Or, une fois utilisée pour l'extraction, l'eau se pollue davantage. On se retrouve alors avec un mélange de sel marin et de produits chimiques miniers. Le traitement de ce type d'eau usée est un véritable casse-tête d'ingénierie qui implique généralement la création de bassins d'évaporation. Ces bassins sont exactement ce que leur nom indique, de vastes fosses peu profondes où l'on laisse le soleil évaporer l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste que les matières solides. Mais lorsque ces matières solides sont un mélange de sel marin et de ruissellement minier, on crée de facto une zone polluée artificielle qui restera dangereuse pendant des siècles. Il faut également tenir compte de la faune locale. Les oiseaux sont naturellement attirés par l'eau dans le désert. Si l'on crée une immense mer intérieure, des millions d'oiseaux migrateurs la prendront pour un paradis. Mais si cette eau est une saumure très concentrée ou saturée de toxines désertiques, elle deviendra un piège mortel pour ces animaux. Nous avons déjà constaté ce phénomène sur d'autres sites industriels où les oiseaux se posent dans des bassins toxiques et n'en ressortent jamais. Pour l'éviter, il faudrait une armée de personnes ou des technologies très coûteuses, ne serait-ce que pour préserver l'écosystème local de cette mer artificielle. Cela ajoute un coût et une complexité supplémentaire à un projet qui se voulait une solution simple. Le problème de la saumure et du bassin prouve qu'on ne peut pas déplacer la nature comme des briques Lego sans conséquences graves. L'océan a sa place dans l'océan et le désert dans le désert. En les mélangeant, on se retrouve avec un amas salé que personne ne sait vraiment comment dépolluer. La mer intérieure, qui offrait un magnifique aperçu du Nevada bleu, se transforme alors en une expérience chimique à haut risque susceptible de mal tourner. Au-delà des enjeux politiques, une idée radicale émerge. Nous n'avons tout simplement pas besoin de l'océan. Il nous suffit de réduire notre gaspillage, l'échange d'eau géopolitique. Tandis que certains rêvent d'immenses pipelines et de mers du désert, les responsables des services des eaux jouent en réalité à un jeu bien plus complexe, celui de l'eau virtuelle. Cet aspect géopolitique du problème est généralement passé sous silence dans les vidéos virales, mais c'est pourtant la manière la plus probable dont l'eau du Pacifique parviendra un jour au Nevada.
On appelle cela un échange de eaux et cela fonctionne moins comme un système de plomberie que comme une partie de poker à enjeu élevé où les jetons sont des milliards de litres d'eau fluviale. Pour comprendre cet échange, il faut comprendre le fleuve Colorado. 7 États, dont le Nevada, la Californie et l'Arizona, se partagent de l'eau de ce fleuve. Tout est régi par un ensemble de règles centenaires appelées la loi du fleuve. Selon ces règles, chaque État dispose d'un quota d'eau précis qu'il peut prélever chaque année. Le problème, c'est que le fleuve s'assèche et que les quotas d'eau diminuent. Le Nevada, qui détient la plus petite part, est le premier à subir les conséquences de la baisse du niveau du lac Michigan. C'est là que l'océan Pacifique entre en jeu, mais de façon virtuelle. Au lieu de construire un pipeline de 320 km entre la Californie et le Nevada, un projet pharaonique et coûteux, source de pollution par le sel, le Nevada envisage de financer une usine de dessalement en Californie. L'idée paraît saugrenue au premier abord. Pourquoi le Nevada financerait-il un projet dans un autre État? Pourtant, le raisonnement est plutôt ingénieux si l'on fait abstraction des considérations politiques. Voici comment fonctionne l'accord. Le Nevada finance la construction et l'exploitation d'une usine de dessalement sur la côte californienne. Cette usine fournit directement de l'eau de mer fraîche et propre à des villes comme San Diego ou Los Angeles. En échange de cet approvisionnement en eau, la Californie s'engage à ne pas prélever la totalité de sa part d'eau du fleuve Colorado. L'eau ainsi économisée reste dans le lac Mead et le Nevada est autorisé à prélever exactement la même quantité pour ses propres besoins. C'est un véritable pipeline. L'eau n'a pas à franchir de montagne, elle reste simplement dans le lit du fleuve, là où est sa place. Il ne s'agit pas d'une simple théorie. Fin 2025 et début 2026, les agences de gestion de l'eau de l'Arizona et du Nevada ont lancé des projets et des accords de financement pour explorer précisément ce type de partenariat. Elles envisagent des sites non seulement en Californie, mais aussi au Mexique. Si nous pouvons aider le Mexique à construire des usines de dessalement sur son littoral, il pourrait réduire sa consommation d'eau fluviale, libérant ainsi davantage de ressources pour les États situés plus au nord. Sur le papier, c'est une situation gagnant-gagnant, mais c'est aussi un terrain géopolitique miné. Il faut avoir confiance que ses voisins se respecteront leurs engagements pendant des décennies. Il faut aussi composer avec les législations environnementales de 2 États, voire de 2 pays différents, sans parler de la question des droits d'eau prioritaires. Dans le domaine de l'eau, celui qui a obtenu les droits en premier a le plus de pouvoir. La Californie possède certains des droits les plus anciens et les plus prioritaires sur le fleuve. Ce qui signifie que même en cas de sécheresse extrême, elle est techniquement la dernière à être privée d'eau. Cela lui confère un pouvoir de négociation considérable dans tout accord d'échange. Le Nevada doit donc rendre la construction de ces centrales tellement avantageuse pour la Californie qu'elle accepte de troquer ses droits fluviaux inébranlables contre une source d'eau artificielle en mer. C'est un exercice d'équilibriste. Je finance votre nouveau robinet si vous me laissez utiliser votre tuyau d'arrosage. L'avantage de cette solution réside dans la résolution du problème de la saumure et du bassin évoqué précédemment. Si l'usine de dessalement est située sur la côte, la saumure est rejetée dans l'océan où sa gestion est bien plus simple et économique que dans une vallée désertique fermée. On évite également le coût énergétique exorbitant du pompage de l'eau par-dessus la Sierra Nevada. Le dessalement consomme toujours beaucoup d'énergie, mais on n'a plus à lutter contre la gravité sur 200 mètres. Cependant, même cette solution, aussi idéale soit-elle, a ses détracteurs. Au Nevada, certains craignent qu'en dépendant d'une centrale californienne, leur survie ne soit à la merci des politiciens d'un autre État. En cas de crise énergétique ou de changement de gouvernement en Californie, pourraient-ils tout simplement couper l'approvisionnement? C'est le genre d'inquiétude qui hante les avocats spécialisés dans le droit de l'eau. Pourtant, face aux alternatives comme l'assèchement pur et simple du fleuve, un échange complexe avec les États voisins apparaît comme la solution la plus réaliste pour faire entrer l'océan à l'intérieur des terres sans en déplacer une seule goutte par-dessus une montagne. La révolution du robinet de toilette. Pendant que tout le monde scrute l'océan Pacifique en rêvant d'oléoducs à plusieurs milliards de dollars, Las Vegas a discrètement réalisé un tour de force, relégué son immense étendue d'eau intérieure au rang de simple fantaisie. On l'appelle le système de réutilisation directe et portable.
Internet, avec son humour décalé habituel, l'a surnommé robinet de toilette. L'expression peut paraître un peu répugnante au premier abord, mais cette technologie est sans doute la seule raison pour laquelle le Nevada n'a pas encore sombré dans l'asphyxie. Au lieu de regarder vers la côte, à des centaines de kilomètres de là, le Nevada se concentre sur ses propres ressources en eau et décide de ne jamais en laisser s'échapper une seule goutte. Vivre dans le désert, c'est être extrêmement vigilant quant à la gestion de son eau. Dans la plupart des villes, l'eau des toilettes ou de la douche est traitée dans une station d'épuration, puis rejetée dans une rivière ou l'océan. À Las Vegas, c'est différent. Chaque goutte d'eau s'écoulant dans les canalisations est récupérée, traitée pour atteindre un niveau de qualité sans doute supérieur à celui de l'eau en bouteille, puis rejetée directement dans le lac Meade. De là, l'eau est prélevée, filtrée à nouveau, puis renvoyée à votre robinet. C'est un système en circuit fermé. Cela signifie que le Nevada peut réutiliser le même volume d'eau jusqu'à ce qu'elle s'évapore complètement d'une fontaine ou d'une piscine. Cette révolution, qui consiste à recycler l'eau des toilettes jusqu'au robinet, est la meilleure alternative au projet de pipeline transatlantique. Pensez-y. Construire un pipeline depuis l'océan coûte 16 milliards de dollars, sans compter les milliards supplémentaires pour l'énergie, et cela engendre un problème de salinité toxique. Recycler l'eau que vous avez déjà coûte beaucoup moins cher, consomme beaucoup moins d'énergie puisqu'il n'est pas nécessaire de lutter contre la gravité pour franchir des chaînes de montagnes et ne requiert aucun traité avec la Californie ou le Mexique. Pour les responsables du budget du Nevada, le recyclage n'est pas seulement un choix écologique, c'est le seul choix qui n'entraîne pas la faillite de l'État. Mais même avec un système de recyclage de pointe, la pression s'accentue. Les partisans des mers intérieures affirment que le recyclage a ses limites. On ne peut recycler l'eau qui s'évapore, ni celle absorbée par une mine de lithium ou une immense exploitation agricole industrielle. Avec la hausse constante des températures dans le désert de Mojave, le coût de l'évaporation augmente. C'est pourquoi le débat sur l'océan Pacifique revient sans cesse, tel un rêve récurrent. Si le fleuve Colorado continue de se réduire, le Nevada pourrait atteindre un point où même un système de recyclage parfait ne suffirait plus à fournir assez d'eau pour alimenter les centrales électriques et les mines. L'avenir de l'Ouest américain sera probablement un mélange complexe et technologique de toutes les solutions. On ne verra probablement pas un véritable océan bleu se déverser dans le désert du Nevada pour créer un nouveau paradis touristique, mais on verra davantage d'eau océanique virtuelle grâce aux échanges géopolitiques dont nous avons parlé. On verra plus d'usines de dessalement sur la côte, plus d'usines de recyclage dans le désert et sans doute beaucoup plus de mines de lithium qui devront payer un prix exorbitant pour chaque litre extrait. L'ère de l'eau bon marché dans le désert est officiellement révolue et celle de l'eau artificielle a commencé. À l'approche du milieu du siècle, cette mer intérieure restera peut-être un projet pharaonique ou bien elle pourrait devenir une réalité indispensable si les sécheresses s'aggravent. Elle nous rappelle brutalement jusqu'où nous sommes prêts à aller pour rester hydratés. On parle de déplacer des océans et de redessiner la carte du continent pour garantir l'approvisionnement en eau. C'est un pari risqué, coûteux et périlleux. Mais quand on vit sous une chaleur accablante et on ne peut pas se permettre de voir petit, pour être au fait des prochains grands projets d'ingénierie, abonnez-vous et découvrez des analyses approfondies.